Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, un sujet crucial pour des milliers d'organisations. Comment on gère une association sans but lucratif, une ASBL, en Belgique? Et attention, si on a en tête l'image de la ASBL d'il y a 10 ans, il va falloir faire une mise à jour, parce que les règles du jeu, elles ont complètement, mais alors complètement changé. Voilà la question qu'il faut se poser. Est-ce que son ASBL est vraiment prête pour cette nouvelle donne? Parce qu'on ne parle pas de petits ajustements administratifs là, non, on parle de réformes qui redéfinissent en profondeur ce que c'est qu'une association, et surtout ce que ça implique de la gérer. Allez, on plonge dedans pour voir un peu plus clair. Ok, premier point, un monde en mutation. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut prendre un peu de recul. Ce n'est pas juste une nouvelle loi qui est tombée comme ça, par hasard. Non, c'est bien plus que ça. C'est une vraie transformation en profondeur de tout l'environnement légal du secteur non marchand. Et le mot est faible. Ces dernières années, on a assisté à une rupture, une vraie rupture. Fini. L'ancienne vision de l'ASBL, cette idée qu'elle était dans un monde à part, bien séparé de celui des entreprises, cette idée-là, elle a été mise à la poubelle. L'environnement juridique est tout simplement bouleversé. Alors, comment on en est arrivé là? C'est une histoire en 3 temps. D'abord, 2018. Première étape, la réforme du droit des entreprises. Ensuite, 2019. Le gros morceau arrive. C'est le nouveau Code des sociétés et des associations, le fameux CSA, qui vient mettre tout le monde sous le même régime. Et enfin, le coup de sifflet final, 2024. Depuis le 1er janvier de cette année, c'est clair, net et précis, toutes les associations, sans aucune exception, doivent être en règle. Il n'y a plus d'échappatoire, plus de retour en arrière possible. Bon, maintenant on arrive au cœur du réacteur. Le changement le plus important, celui qui explique tout le reste. C'est un vrai changement de mentalité. Tenez-vous bien. Pour la loi, une ASBL, c'est maintenant une entreprise. Point. Ce tableau, il résume tout. C'est le jour et la nuit. Avant 2019, une ASBL, en théorie, ne pouvait pas faire de bénéfices. C'était mal vu. Aujourd'hui, pas de problème. Les activités lucratives sont autorisées. La seule condition, c'est que les profits soient réinvestis dans le but social, évidemment. Mais le truc qui change tout, le vrai game changer, c'est le tribunal compétent. On passe du tribunal de première instance au tribunal de l'entreprise. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les ASBL peuvent faire faillite. Elles sont soumises au droit de l'insolvabilité exactement comme n'importe quelle boîte. Le risque est réel. Du coup, avec ce statut d'entreprise, une nouvelle question se pose et elle est hyper importante pour la gestion au quotidien. Sommes-nous une grande, une petite ou une micro-ASBL? Parce que la loi maintenant fait le tri. Et selon la case dans laquelle on tombe, les obligations ne sont pas du tout les mêmes. Et ce classement, comment il marche? En fait, c'est assez simple. Il y a 3 critères à regarder. Le nombre de salariés en équivalent temps plein, le total du bilan comptable et le chiffre d'affaires annuel. Si l'association dépasse certains plafonds pour ces critères, hop, elle change de catégorie. Et les obligations comptables, elles changent avec. Ça peut aller d'une compta toute simple à une comptabilité en partie double, avec rapport de gestion, bref, la totale. Et s'il y a un seul chiffre à avoir en tête, c'est celui-là, 50. Plus de 50 travailleurs en équivalent temps plein. Si une ASBL franchit cette barre, elle bascule direct dans la cour des grands, la catégorie des grandes ASBL. Et là, attention, les obligations deviennent bien plus lourdes. On doit par exemple nommer un commissaire aux comptes. C'est un vrai changement d'échelle. Alors, nouvelles règles, nouvelles responsabilités et forcément, nouveaux pièges à éviter. Regardons un peu les erreurs les plus courantes, celles qui, aujourd'hui, peuvent coûter vraiment cher. La confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà, tout est dit. C'est ça la nouvelle mentalité. L'époque où on gérait un peu à la bonne franquette, en se basant juste sur la confiance et la bonne volonté, c'est terminé. Aujourd'hui, un administrateur doit être capable de prouver qu'il y a des garde-fous, des procédures de contrôle pour protéger l'association. Et des pièges financiers, il y en a un paquet. Par exemple, une seule personne qui a la signature sur le compte en banque sans aucune limite, c'est non. La carte de crédit de l'asso qui se balade de poche en poche, à éviter absolument. Payer de grosses factures en cash, on oublie. Tout ça, ce sont des signaux d'alarme. La règle d'or, c'est la séparation des tâches. C'est simple. Une personne donne son accord pour une dépense et c'est une autre personne qui effectue le paiement. C'est la base pour une gestion saine. Côté ressources humaines, même combat. Recruter un ami parce que c'est un ami? Non. Le recrutement doit être objectif, basé sur les compétences. Gérer des salariés et des bénévoles qui travaillent ensemble, ça ne s'improvise pas. Il faut des règles claires. Une charte du bénévolat, par exemple. Et évidemment, les petits arrangements, les rémunérations sous forme de cadeaux ou de dons, c'est totalement à proscrire. On le répète, l'ASBL est une entreprise et ça vaut aussi pour la gestion de son personnel. Maintenant, un sujet qui a donné des sueurs froides à beaucoup de monde, le fameux registre UBO. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est une obligation qui vient de l'Europe pour plus de transparence et pour lutter contre le blanchiment d'argent. Et mauvaise nouvelle pour ceux qui l'espéraient, oui, les ASBL sont concernés à 100%.
UBO, ça veut dire Ultimate Beneficial Owner, ou bénéficiaire effectif en français. Bon, en clair, de qui on parle? On parle de là où des personnes, des vraies personnes en chair et en os, qui, au bout du compte, tiennent les rênes de l'association, qui contrôlent vraiment la boutique. Dans une ASBL, il n'y a pas de propriétaire, mais il y a bien des gens qui contrôlent. Et alors, qui sont ces fameux UBO dans une ASBL? C'est assez large en fait. D'abord, et c'est logique, les membres du conseil d'administration. Ensuite, les personnes qui ont le droit de représenter la ASBL, de signer en son nom. Il y a aussi les responsables de la gestion journalière. Bref, toute personne qui a un pouvoir de contrôle réel sur la structure doit être identifiée et déclarée dans ce registre. Et l'obligation, elle est triple. C'est un processus en 3 temps. 1. On identifie qui sont ces bénéficiaires effectifs. 2. On collecte et on garde précieusement des infos à jour sur eux. Et 3. On transmet tout ça au registre UBO via le site du gouvernement. C'est une démarche obligatoire. Et pourquoi on insiste autant là-dessus? Pour une bonne raison. Regardez ce chiffre, 50 000 €. C'est le montant maximum de l'amende administrative en cas de non-respect. Et cette amende, elle peut viser directement les administrateurs sur leur patrimoine personnel. Le message est clair, non? Ce n'est pas une petite formalité qu'on peut oublier, c'est du sérieux. Bon, d'accord, on a beaucoup parlé d'obligations, de risques, d'amendes, c'est un peu anxiogène tout ça. Mais si on retournait la question, si on voyait toutes ces contraintes non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité. L'opportunité de passer à une véritable gestion de projet, plus pro, plus efficace, pour avoir encore plus d'impact sur le terrain. Transformer l'information brute en connaissance actionnable, c'est exactement ça. On sort de la simple logique de survie administrative. Le but n'est plus seulement d'être en règle, le but c'est de se servir des informations, des données qu'on collecte pour prendre de meilleures décisions, pour piloter un vrai projet stratégique et pour que la mission sociale de la ASBL ait un maximum d'impact. Et pour ça, on peut s'appuyer sur 4 piliers. D'abord, la rigueur analytique. On arrête de naviguer à vue, on analyse les choses pour bien décider. Ensuite, une gouvernance ouverte. On partage l'info, on est transparent. Troisièmement, l'action stratégique. Chaque action, chaque euro dépensé doit servir la mission, le projet. Et enfin, la planification financière. On anticipe avec un budget, un plan de trésorerie pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Finalement, qu'est-ce que c'est? C'est simplement appliquer les bonnes vieilles méthodes de la gestion de projet, mais au service d'un but non lucratif. Voilà, on y est. C'est vraiment le message clé. La loi a imposé un cadre d'entreprise aux ASBL. Le défi, mais aussi la vraie belle opportunité, c'est de s'approprier la rigueur de ce monde-là, non pas pour faire du profit, mais pour être bien meilleur dans le pilotage de son projet. Un projet qui a un impact social. Et on va terminer avec cette question qui est une invitation à voir plus loin. Une fois qu'on est en règle, que la conformité est assurée, le vrai travail peut commencer. La question devient comment se servir de ce nouveau cadre, de cette nouvelle exigence de professionnalisme pour faire de la gestion de son association un projet encore plus fort et pour démultiplier son impact. Parce que le véritable enjeu, il est là.